Alors, bon midi, mesdames, messieurs, chers auditeurs qui regardez cette vidéo également en différé. Bienvenue, mon nom est Olivier Deuil, je suis directeur général du pôle d'économie sociale Vallée du Haut-Saint-Laurent, en compagnie de ma collègue Sylvia Corriveau, qui est coordonnatrice à l'émergence, également au pôle d'économie sociale. Alors, ce midi, webinaire est un webinaire qui s'intitule Économie sociale 101. C'est vraiment une introduction au concept et aux principes de l'économie sociale dans un objectif bien humble de vous donner de l'information de base sur ce modèle d'affaires probant pour non seulement le Québec, mais plusieurs pays dans le monde qui déploient en fait un modèle d'affaires similaire. Plusieurs pays, devrais-je dire, des entreprises partout dans le monde qui déploient tout ça. Alors, on va partir à la découverte donc de l'économie sociale samedi, si vous voulez bien, avec nous. Alors, sans plus tarder, ben, je vais vous partager mon écran avec une présentation et c'est ma collègue Célia, qui va pouvoir briser la glace en prenant la parole. Donc, juste peut-être avec un pouce, s'assurer que tout le monde, vous êtes capable de voir cette présentation. Si je peux le voir. Alors, je vois que ma collègue, oui, ça devrait être bon. Parfait, très bien. Alors oui, Ouais. l'économie sociale, un modèle d'affaires à échelle humaine. Et je te cède la parole, Célia, pour briser la glace. Merci beaucoup. J'ai été chargée de vous raconter un peu l'histoire de l'économie sociale. Je vais franchir officiellement le cap de la quarantaine en fin de semaine, donc j'imagine que c'est un message subtil là, de la part de mon équipe de me faire ça. Euh, Donc, dans le fond, pourquoi c'est important de commencer un petit peu par l'histoire, c'est que c'est difficile de comprendre comme il faut c'est quoi l'économie sociale si on ne sait pas d'où ça vient. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre un petit 5 minutes là, juste pour vous raconter un peu les origines là, de cette belle aventure-là. Donc, si on remonte dans les années, la diapo suivante va vous le montrer. Dans le fond, au milieu du 18e siècle, ça avait déjà commencé, l'économie sociale. On avait déjà des mutuelles qui commençaient à apparaître. C'était des mutuelles qui offraient surtout des services en cas de décès ou des difficultés assez graves pour les personnes. Au début du 19e siècle, on a déjà la fondation de la première caisse populaire des jardins. On a des coopératives forestières de pêcheurs et agricoles aussi qui commencent à se former pour répondre à la montée de l'industrialisation, puis offrir aussi aux travailleurs une alternative là, à tout ce qui est les grandes industries puis les grandes usines. Après ça, dans les années 60 puis 70, on a des premiers comités de citoyens qui se mettent ensemble. Et puis eux, dans le fond, essaient de voir avec le gouvernement si c'est possible de gérer de façon collective les centres communautaires, les cliniques communautaires, les cliniques juridiques, les garderies de quartier aussi. On demande à ce que ce soit une gestion là, qui soit plus communautaire. Donc, on approche tranquillement d'une forme d'économie sociale qui va ressembler à ce qu'on voit aujourd'hui. Puis dans les années 80, ben, on est beaucoup orienté sur les enjeux d'emploi parce qu'il y a beaucoup les taux de pauvreté et d'exclusion sociale sont assez élevés. Le chômage aussi est très présent dans les années 80. Donc, il va commencer à y avoir des réponses qui vont se présenter là, à ces enjeux-là sous la forme de l'économie sociale tranquillement. Deux grands événements qui sont venus un peu cristalliser l'économie sociale telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est la marche du pain et des roses puis le sommet sur l'économie du Québec. Dans le fond, au niveau de la marche du pain et des roses, pour ceux qui étaient là, il y avait des revendications qui portaient à ce moment-là sur l'économie sociale. Puis c'est après cette marche-là que les premiers comités d'économie sociale ont été mis sur pied dans les différentes régions. Fait qu'on pourrait dire les ancêtres des pôles d'économie sociale sont nés là, suite à cette marche-là. Puis, suivant la marche, en 1996, le sommet sur l'économie et l'emploi au Québec a permis la création d'un groupe de travail sur l'économie sociale. Puis ce qui est assez drôle à ce moment-là, si vous avez la chance de lire le livre de Nancy Nimtam, comme j'ai fait pour, pour pouvoir vous présenter ça aujourd'hui, dans le fond, lors de ce sommet-là, ce comité-là qui a été mis sur pied ne s'identifiait même pas au mot économie sociale encore. Donc, dans le sommet, on a créé le comité, puis les gens qui étaient sur ce comité-là dans le fond, ça ne s'associait même pas à ce mot-là. Donc, c'est après ça qu'on s'est vraiment dit, bon, ben, OK, là, c'est l'économie sociale qu'on fait. Là. Donc, ce que je vous ai présenté avant, ça ressemblait beaucoup à l'économie sociale telle qu'on la connaît aujourd'hui, de plus en plus là, au fil des années, mais les gens ne disaient pas le mot économie sociale à ce moment-là.
Donc, suite au sommet, il y a plusieurs initiatives qui ont été mises sur pied. C'est là que les centres de la petite enfance ont été créés. Accès Logis aussi a permis beaucoup de coopératives d'habitation. Après ça, il y a eu la création du réseau d'investissement social du Québec qui existe encore aujourd'hui puis qui peut soutenir financièrement là, le démarrage de projets d'économie sociale. Puis c'est à ce moment-là aussi que le chantier de l'économie sociale, qui est un peu là, notre groupement et en même temps un groupe là, qui revendique là, la croissance de l'économie sociale dans notre société là, qui a été fondée. Donc, dès 2013, donc on est quand même un mouvement qui est assez jeune, ça permet aussi de comprendre ça. C'est vraiment au début de cette décennie-là que l'économie sociale est devenue un petit peu plus institutionnalisée, si je peux le dire. Donc, il y a eu l'adoption d'une loi cadre sur l'économie sociale par le gouvernement du Québec. Après ça, 2 ans plus tard, il y a eu un plan d'action gouvernemental en économie sociale aussi. Donc, il y a eu davantage de support qui a été fait aux entreprises d'économie sociale. Puis en 2020, on a eu le deuxième plan d'action en économie sociale, toujours du gouvernement du Québec, où on a pu avoir là, davantage de reconnaissance, dont celle donnée au pôle d'économie sociale comme un acteur de soutien aux entreprises collectives. Donc, ça fait pas mal le tour. C'est un petit tour très, très rapide d'histoire, mais ça vous permet de voir un petit peu d'où vient cette économie sociale-là. Olivier, je te laisse la parole. Merci de me repasser la POC, Célia. J'ai oublié de mentionner en fait au début qu'en tout temps, si vous avez des questions, si vous avez envie d'interagir ou d'intervenir, n'hésitez pas à lever la main afin que je puisse vous donner un droit de parole. Puis également aussi dans le chat, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, des liens, des références ou des choses que vous voulez nous partager à tous. Donc, n'hésitez pas. Le but étant d'être interactif avec vous, même si on est à distance. Ensuite de cela, pour la suite du menu aujourd'hui, donc, qu'est-ce que l'économie sociale? On va rentrer tranquillement un peu plus dans le cœur du sujet. Donc, selon vous, quelles sont les caractéristiques des organisations qui fondent l'économie sociale? Donc, je vous prends comme ceci de cours en vous posant cette question afin de voir un peu l'étendue des connaissances qu'on a autour de la table. Est-ce que vous avez des idées par rapport à des caractéristiques qui marquent notamment les organisations et entreprises d'économie sociale? Vous pouvez écrire dans le chat pour Je les peux écrire gens dans qui le mangent chat. et Oui, n'ont c'est pas ça, tout à envie fait. de répondre. Là. Je peux lire les commentaires également aussi. Alors, tu es excusée, Nathalie, aucun souci. Bienvenue à toi. Bienvenue à Edith également aussi. Je viens de voir de la CDC de Buenos-Salaberry. Alors, je mentionnais à l'instant, si vous voulez répondre à la question, n'hésitez pas à le répondre à cette question selon votre connaissance actuelle des choses dans le chat. Donc, je vous laisse un petit 30 secondes pour y réfléchir. Alors, je répète la question. Selon vous, quelles sont les caractéristiques des organisations qui fondent l'économie sociale? Ben, moi, je connais pas grand-chose à l'économie sociale, j'avoue, mais la particularité, c'est que on vend nos produits, on est on s'autofinance par nos produits, nos services. Absolument. Les produits et services, en fait, sont une clé de voûte très importante pour comprendre ce qu'est l'économie sociale. Tout à fait. Deux excellentes réponses dans le chat, Olivier. Il y Oui, a Lisa Toupin qui dit que ce sont des entreprises qui réinvestissent les profits dans la collectivité. Puis on dit que il y a Pierre Desilles qui dit que c'est une économie qui vise le bien-être collectif plutôt que le profit. absolument. Je commenterai en disant que c'est comment dire, l'humain à tout prix plutôt que le profit à tout prix, justement, en matière d'économie sociale. Tout à fait. Puis Mme Veilleux également, Sylvie Veilleux, qui dit VAR nous donne des services aux citoyens à des besoins identifiés dans le milieu. Tout à fait. Parce qu'une des raisons d'être d'une entreprise, c'est de répondre à des besoins. Mais l'économie sociale, c'est encore plus important de bien s'arrimer avec les enjeux et les besoins des collectivités pour offrir des réponses à ces besoins-là. Souvent innovante et un souci de développement durable, absolument très pertinent cet aspect-là, justement, de la durabilité. L'économie sociale, on vise la pérennité, la durabilité dans le très long terme. D'ailleurs, dans le dernier portrait de l'économie sociale, c'est une information comme ça variée. On va en partager plusieurs comme ça, des informations variées. Beaucoup d'entreprises d'économie sociale, en fait, ont vu le jour, en fait, des années 60-70. Comme le disait en introduction Célia, le mouvement communautaire a permis la genèse de beaucoup de réponses aux besoins.
Puis on s'entend que, considérant le fait que, comment dire, socialement parlant, le clergé était souvent, si on veut, très impliqué en fait dans la bonne cause, dans les bonnes œuvres et tout ça. Et lorsque l'État québécois a pris le dessus par rapport à cela, ben, la réponse aussi dans la collectivité, c'est plutôt traduite vers des organisations de la société civile qui n'étaient pas nécessairement reliées au clergé aussi à cette époque-là. Donc, tout ça justifie en fait le fait que l'économie sociale, justement, a pris beaucoup d'ampleur dans ces années-là. Il y a Sylvie qui te demande s'ils sont tous gérés par des conseils d'administration constitués de bénévoles. La réponse, oui, absolument, car aucun administrateur ne peut faire de profit, en fait, en siégeant sur un conseil d'administration d'une entreprise collective. Puis on va le voir dans quelques instants. Merci vraiment, merci beaucoup. C'est d'excellentes réponses puis d'excellentes interventions. Je suis vraiment très, très heureux de voir ça. Alors, ben, peut-être pour se lancer un petit peu là-dedans, ce que je proposerais, en fait, c'est une petite vidéo de 2 minutes qui a été produite par le chantier de l'économie sociale. Je vais arrêter le partage par le chantier de l'économie sociale au courant des années là, 2010 pour justement répondre à ce besoin-là d'aller chercher rapidement une information, une présentation concise de ce qu'est l'économie sociale. Alors, je vais vous partager une vidéo en espérant que tout fonctionne bien. Je ne le fais pas assez souvent, donc j'espère que ça va bien fonctionner. Donc voilà, si ça ne fonctionne pas, je vous mettrai le lien dans le chat pour vous laisser l'écouter en différé. Mais sinon, on va s'espérer que ça fonctionne. Peut-être, Célia, à distance, tu peux faire juste un pouce, être sûr qu'on l'entend bien. Alors, je me lance. On ne sait pas ce que ça va donner, mais on espère que ça marche. Vous êtes préoccupé par les conséquences sociales et environnementales du modèle de développement actuel? Il existe une alternative, l'économie sociale. L'économie sociale combine ensemble deux notions qu'on oppose souvent. L'économie, qui regroupe les activités relatives à la production, la distribution et à la vente de biens et de services, et le social, qui se rapporte à une communauté et aux rapports que les personnes qui en font partie entretiennent entre elles. L'économie sociale, c'est l'ensemble des activités entrepreneuriales portées par un objectif social fort et une volonté de ses membres d'en faire un projet économiquement viable. C'est mettre le social au service de l'économique. Dans l'économie traditionnelle, la rentabilité se mesure en termes de profit. Dans l'économie sociale, elle se mesure par l'amélioration de la qualité de vie d'une communauté. Plutôt que le profit à tout prix, c'est la personne à tout prix. Les entreprises d'économie sociale sont présentes dans de nombreux secteurs. Elles rassemblent une multitude d'initiatives, comme des coopératives d'habitation, des associations de travailleurs, des entreprises d'insertion à l'emploi et des centres culturels. Elles changent le monde, un produit ou un service à la fois. Une entreprise d'économie sociale, ça fonctionne comment? Pour parler d'économie sociale, il faut 3 choses: la rentabilité économique, la gestion démocratique et une mission qui réponde aux besoins d'une communauté. L'entreprise d'économie sociale a 5 caractéristiques principales. Premièrement, elle existe d'abord pour servir ses membres et sa communauté. Elle jouit d'une autonomie de gestion face à l'État, ce qui veut dire que l'État n'intervient pas dans sa prise de décision. Elle est également démocratique. En simple, une personne égale un vote. Ce mode de gestion permet à tous de dire leur mot et crée un sentiment d'appartenance envers le projet collectif. En économie sociale, il n'y a pas de propriétaire ou d'actionnaire qui cherche le profit. L'argent généré par l'entreprise est une propriété collective et doit être retourné aux membres ou à la collectivité pour poursuivre un objectif commun. Enfin, l'entreprise d'économie sociale repose sur des principes de participation, de prise en charge et de responsabilité individuelle et collective. Elle est gérée par et pour les citoyens. En somme, les entreprises d'économie sociale représentent un modèle de gestion à échelle humaine qui génère des retombées économiques, sociales, culturelles et environnementales positives partout où elles s'implantent. Et voilà. Alors, une petite vidéo d'introduction, comme vous voyez, qui initie très bien, dans le fond, les principes et tout ce qui constitue donc l'économie sociale, les entreprises collectives. Je ne sais pas, à la lecture ou au visionnement de la vidéo, est-ce que vous aviez des choses à dire peut-être en réaction à cette vidéo? Est-ce que vous avez des commentaires? Et sinon, je vais me lancer et continuer. C'est pas plus grave que cela. Il y a plein de choses à dire ce midi. Très bien. Ben, n'hésitez pas si vous voulez réagir, comme je vous dis tantôt. Vous êtes les bienvenus. Alors, juste pour continuer, voilà.
Donc, oui, c'est ça. Donc, on vient de voir cette petite vidéo pour pouvoir... Olivier, tu as une question. Il y a Ah, j'ai quelqu'un une qui te question. questionne par rapport à la rentabilité. Oui, la rentabilité. Alors, ben, peut-être, Sylvie, je te laisse, c'est ça, te poser ta question. Oui, bien c'est ça, je me demandais si c'était toujours possible d'être rentable. Je sais que c'était difficile dans le temps. Je me demande de quelle façon on est, surtout au niveau des coop d'habitation, de quelle façon on est capable de remplir encore cet objectif-là de rentabilité. Rentabilité sociale, pour moi, elle est là, mais rentabilité financière, je sais que c'est un des gros enjeux de l'économie sociale. Fait que je voulais savoir où on en était aujourd'hui avec ça. Oui, ben, c'est sûr que de facto, il faut parler, je veux dire, si une entreprise n'existait plus, c'est forcément qu'elle n'est plus rentable économiquement. Donc, c'est sûr que l'économie sociale, de facto, on doit arriver avec un équilibre. Ça ne veut pas dire nécessairement d'avoir une profitabilité ou en tout cas une marge de manœuvre très élevée. La plupart des entreprises collectives, c'est en bas de 5 en fait, de profitabilité. Donc, c'est sûr que là-dessus, ça peut poser des défis par rapport à l'expansion, par rapport à la marge de manœuvre qu'une entreprise peut avoir pour être résiliente. Mais nonobstant ça, on parle d'entreprises donc qui sont, si on veut, justement avec un solde soit négatif, pas négatif, mais égal ou un peu au-dessus de cela. Ça ne cache pas le fait que, par contre, il y a des entreprises qui ferment, comme toute entreprise, en fait, dans tous les cas. Pour ce qui est de l'habitation, justement, les OBNL d'habitation, justement, peut-être pour dériver un peu sur ce sujet-là rapidement, il y a beaucoup d'OBNL, en fait, qui ont été justement reconsolidés grâce notamment aux actions, notamment, je pense à la FROM, en Montérégie pour aider justement à solutionner l'enjeu de la pérennité justement des OBNL d'habitation à cause des frais de service, les loyers qui doivent être le plus possible bas pour être accessibles envers la clientèle qui est desservie dans ce contexte-là. Donc, je sais qu'il y a des solutions qui se sont mises en œuvre justement pour pallier à ces problèmes-là, qui sont récurrents en fait, surtout dans le secteur quand on parle des OBNL d'habitation. Est-ce que ça répond bien à ta question, Sylvie? Oui, merci, Olivier. Très bien, ça fait plaisir. Donc, pour continuer un petit peu plus sur justement l'économie sociale, on parlait tantôt 2013. Donc, on a obtenu au Québec une loi qui est venue justement explicitement distinguer justement qu'est-ce qu'on veut dire par économie sociale. Donc, ce que nous dit la loi, si on s'y réfère sur Logis Québec ou quoi que ce soit en termes de référence, donc c'est l'ensemble des activités économiques à finalité sociale réalisées dans le cadre des entreprises dont les activités consistent notamment à la vente ou l'échange de biens ou de services. Donc, c'est une entreprise qui vend des produits et des services comme n'importe quelle entreprise, qui a toutefois une finalité sociale qui se réalise à l'intérieur justement de notamment un conseil qui est démocratiquement élu et donc de paramètres qui sont très précis par rapport à justement l'entreprise libérale, si on veut distinguer la chose. Donc, dans la loi, ce qu'on apprend également aussi, ce sont 6 critères qui nous permettent justement de bien identifier qu'est-ce qu'une entreprise d'économie sociale. Donc, ces 6 critères sont d'abord la mission sociale, c'est-à-dire que l'entreprise a pour but de répondre aux besoins de ses membres de la collectivité. Deuxièmement, le contrôle collectif de l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise n'est pas sous le contrôle décisionnel d'un ou de plusieurs organismes publics au sens de la loi sur l'accès des documents, organismes publics et protection des renseignements personnels. Une petite nuance par rapport à ce principe-là. Ça ne veut pas dire que l'État ne peut pas siéger sur l'entreprise, mais par contre, elle doit être minoritaire. Donc, la majorité de la propriété de l'entreprise, comme dans tout conseil d'administration. Donc, ça doit être la société civile ou des représentants de la société civile qui ne sont pas élus ou représentants donc d'une municipalité, d'une entité quelconque publique qui contrôle donc la destinée de l'entreprise. Pour ce qui est de la gouvernance démocratique, les règles applicables à l'entreprise prévoient une gouvernance démocratique par les membres. Donc, on parle là-dedans de nommer justement les administrateurs sur le conseil d'administration, tenir une assemblée générale annuelle. Donc, ce sont différents éléments justement qui nous permettent d'apprécier la gouvernance démocratique dans la vie justement de l'entreprise. La viabilité économique, on en parle depuis tantôt. Donc, toute l'entreprise doit aspirer à une viabilité économique, donc doit être rentable. Si elle n'est pas rentable, bien, il y a la consolidation, des outils pour aider les entreprises qui sont non rentables par rapport à cela. Donc, c'est pour ça que justement qu'il y a un écosystème de soutien, comme on disait tantôt, dans le plan d'action gouvernementale et l'économie sociale, pour venir outiller puis aider les entreprises qui ont de la misère. Ensuite de ça, les restrictions quant à la gestion des surplus. Comme on en parlait tantôt, l'entreprise ne peut pas générer des profits et redonner, dans le fond, de l'argent à des administrateurs ou des personnes. Elle doit donc justement interdire, en fait, bien, elle interdit justement la distribution des surplus générés par ces activités ou prévoit une distribution de ceux-ci aux membres au prorata des opérations effectuées entre chacun d'eux et l'entreprise, notamment du côté justement des coopératives, par exemple,
Il peut y avoir des ristournes, il peut y avoir des formes comme ça de retour aux membres, mais c'est strictement aux membres et dans des règles bien précises qui ne peuvent pas être dérogées. Ensuite de cela, pour les restrictions à propos du reliquat. Le reliquat, c'est lorsqu'on ferme une entreprise, donc la fermeture de l'entreprise. Ce qui est prévu notamment, c'est que les biens qui sont encore la propriété de l'entreprise au moment de la fermeture doivent être absolument dévolus à une autre personne morale qui partage des objectifs semblables. Un exemple concret typique, en fait, qui est déjà arrivé dans l'histoire de la région. Du côté de Salaberry de Valleyfield, il y a une entreprise qui faisait du recyclage d'ordinateurs et de surplus, justement, informatique. Lorsque l'entreprise est venue à la fin de ses opérations, car elle était plus viable à la fin, elle a donc relégué à différentes organisations du territoire son reliquat. Donc, tout ce qui était le patrimoine, les bureaux, tout ce qui était le matériel d'opération et tout ça. Donc, à des entreprises qui étaient en modèle OBNL et économie sociale à ce niveau-là. Donc, ce sont les 6 critères de la loi. C'est un peu plus technique, comme vous voyez, mais ça me permet justement de bien pouvoir distinguer à l'analyser les entreprises d'économie sociale pour également aider à l'interprétation de ces règles-là de la loi. Le cadre de référence du chantier d'économie sociale est un excellent outil, en fait, à ce moment-ci. Ce n'est pas nécessairement un cadre, je dois le dire quand même, en toute transparence. Ce n'est pas un cadre qui est légalement utilisé par l'État québécois. Par contre, dans le jargon des spécialistes en économie sociale, on utilise souvent ce modèle logique-là, justement pour pouvoir faire une appréciation de chacune des entreprises qui existent en économie sociale. Donc, on parle notamment justement de ce guide-là qui est sur le site Internet du chantier d'économie sociale qui est disponible pour toute personne qui s'intéresse à aller analyser, à savoir est-ce que son entreprise est de l'économie sociale. Et également, les pôles d'économie sociale peuvent aider à ce travail-là, justement, de bien analyser si l'entreprise est effectivement de l'économie sociale ou pas. Au Québec, pour vous donner une idée de grandeur, justement, à savoir qu'est-ce que ça représente, l'économie sociale, donc c'est plus de 11 000 entreprises qui combinent un chiffre d'affaires de plus de 47 milliards de chiffre d'affaires, qui offrent 220 000 emplois. Et en Montérégie, lorsqu'on regarde le portrait, ça c'est tiré du portrait de l'économie sociale qui a été réalisé justement en 2019, avec les données de 2016. Et en Montérégie, on recense donc potentiellement 1370 entreprises de 9 milliards de chiffre d'affaires combinés qui combinent ensemble 20 000 emplois. Alors ça, c'est pour vous donner vraiment la taille ou la grosseur de ce que ça représente. Au Québec, c'est environ 11 10 à 11 de l'économie. Pour vous donner un comparatif, en France, l'économie sociale, c'est 14 Donc, c'est pour vous dire que dans les pays, si on veut, développés, post-industrialisés, c'est un taux là, autour de 10 qui est à peu près similaire d'un pays à l'autre. Donc, ça démontre en fait que c'est un modèle qui est présent, sauf aux États-Unis, que c'est beaucoup moins fort en fait de ce côté-là. C'est encore très, très capitaliste et très peu solidarisé. Il y a quelques coopératives ou quelques initiatives de ce côté-là, des associations de travailleurs qui font des coopératives aussi de solidarité. Mais c'est plus marginal, en fait, de ce côté-là. C'est vraiment au Québec, en France, dans les pays latins, l'Espagne également aussi, qu'il y a des politiques probantes et qui permettent de bien structurer justement l'écosystème et d'appuyer les promoteurs en modèle collectif. Donc, on est choyé au Québec. On a un bel écosystème. On est probablement dans le top 5 mondial, en fait, en termes de performance en matière d'économie sociale. Donc, des exemples d'entreprises d'économie sociale, justement, pour migrer tranquillement vers là. Je vais juste vérifier, dans la discussion, il y avait quelque chose. Ah, OK, Célia, tu mentionnais, oui, un événement qu'on a mis en œuvre, c'est ça? Très bien. Alors, des exemples d'entreprises d'économie sociale. Donc, vous voyez, ça, c'est un aperçu, en fait, de notre site Internet, le site Internet du pôle d'économie sociale. On a un répertoire des entreprises d'économie sociale du territoire. Comme vous voyez ici, c'est partout dans la région de Montérégie-Ouest, autant du côté rural que urbain. Différents types d'entreprises dans à peu près 10 à 15 catégories, si on veut, d'usage ou de produits ou de services qui sont disponibles. Et des exemples concrets, justement, d'entreprises, j'en ai mis quelques-uns, justement, pour vous montrer la variété, à savoir dans quel type de secteur d'activité ça existe. Donc, juste pour les nommer comme ça, ça pourrait être un bon quiz, à savoir, connaissez-vous l'organisme? Mais déjà, si on part de gauche en haut ici, donc on est chez Coup de pouce des Moissons, qui est basé à Beauharnois, qui offre des services de soins à domicile, qui est notamment dans l'une des priorités de l'État québécois en ce moment, c'est-à-dire tout ce qui est vieillissement de la population, appelle justement à offrir davantage d'alternatives pour les personnes à mobilité réduite ou qui sont en perte d'autonomie. Donc, les ESSA, les entreprises d'économie sociale de soins à domicile, sont une alternative justement probante que le gouvernement appuie notamment beaucoup en ce moment pour le développement, pour la résilience de ces entreprises-là, elles sont très importantes pour, excusez-moi l'anglicisme, mais pour déloader le système de santé traditionnel qui est très pris en termes de soins et de prévention. À côté de ça, on a Solide qui est un organisme
qui acquièrent des bâtiments pour les convertir en modèle OBNL, donc de les retirer du marché pécunier pour offrir justement le plus possible des loyers à prix juste et le plus possible abordable aussi. Donc, Solide qui a son siège du côté de Roussillon, dans Châteauguay, mais qui ouvre qui possède en fait, je veux dire, plusieurs comment dire, unités d'habitation un peu partout sur la rive sud, donc de Châteauguay jusqu'à Longueuil, mais également aussi dans Verdun. Et récemment, on l'a vu dans l'actualité, mais ils ont acquis des bâtiments à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis ailleurs, je crois que c'est Drummondville, je pense. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je sais qu'ils sont en mode justement d'acquisition de certains bâtiments à gauche à droite, le tout dans l'objectif justement de ressortir du marché tout ce qui est l'offre locative en fait. Il y a des exemples similaires un peu partout au Québec, notamment Utile à Montréal pour les résidences étudiantes. C'est le même modèle en fait que Solide, justement. La Factory Café culturel à Valleyfield, donc un exemple typique, dans le fond, d'une entreprise d'économie sociale qui combine à la fois son offre culturelle, puis l'ensemble, dans le fond, de la restauration / boisson-bar qui est offert sur place, mais également aussi l'opportunité d'offrir des cafés citoyens et d'autres activités sociales comme ça, complémentaires à son offre principale. La Scabric est un organisme de bassin versant. Il y en a plusieurs au Québec. Dans la région, il y en a 2. En Montérégie, at large, je crois qu'il y en a 4. Donc, c'est des organismes qui sont en prévention puis en réhabilitation des cours d'eau et qui font également des projets connexes justement pour pouvoir développer cette façon-là de réhabiliter notamment les cours d'eau. Donc, ils développent là, justement un beau projet que je pense que Célia va vous parler tantôt ou pas, ou je ne suis pas sûr déjà. Si on en reparle. En tout cas, sinon, on en parlera. On prendra la peine de le mentionner. Manoir Diouville sur l'île Saint-Bernard. Donc, Manoir Diouville, dans le fond, qui est un hôtel qui a été préservé grâce à un legs des Saintes Sœurs Gris, je crois, qui permet justement d'offrir une offre hôtelière dans un lieu paradisiaque, si vous voulez mon avis, du côté de l'île Saint-Bernard. Le museau à Valleyfield, donc le museau qui est un musée historique, un vrai musée, parce qu'il faut dire qu'il y a deux connotations. Quand on parle d'institutions muséales, il y a les centres d'interprétation, mais également les institutions muséales qui sont vraiment dans le registre là, des musées du Québec. Donc, le museau en fait partie. Les Jardins de la Résistance, une coopérative de production, de producteurs agricoles qui est basée dans le Haut-Saint-Laurent, qui est une terre louée et qui, eux, produisent année après année des légumes pour des paniers, donc, et pour différents clients de tous les endroits de la grande région de Montréal, en grande partie, mais également aussi dans la région. Ensuite de ça, le logo à côté, peut-être que vous ne le reconnaissez pas, mais c'est celui de la coop C'est sûr, le marché éco-local. Donc, la coop C'est sûr, c'est une coop multiservice qui offre différents types de services, dont un marché éco-local qui est basé à l'Écoto, également en ligne, avec les commandes en ligne qui sont possibles pour être distribuées à plusieurs points de service dans la région. En bas à gauche, on a le club Jiminy. Donc, le club Jiminy, c'est un club de gymnastique qui offre différents types de loisirs, mais également des clubs de performance pour les athlètes professionnels. Donc, qui est basé ici à Vaudreuil-Dorion, qui utilise les locaux à côté du centre multisport. Ensuite de ça, à côté, on a le complexe de partage. Complexe de partage qui déploie différents types de volets de services, notamment la voûte, qui est le volet friperie, qui est offert donc dans 2 endroits, Saint-Constant, la Prairie, et qui déploie plusieurs autres utilités autour de cela, mais principalement qui vend ce type de produits et services-là. Jute et compagnie, qui est une entreprise basée à Sainte-Catherine, qui produit de la jute, donc pour souvent des clients industriels, en grande partie. Puis enfin, les derniers exemples, c'était le centre de plein air Fatima, qui est communément appelé des fois Notre-Dame de Fatima, basé du côté de Notre-Dame de l'Hypero, qui offre un centre de villégiature avec plein air, hébergement temporaire, des camps spécialisés et camps de jour également l'été aussi pour les citoyens de la ville. Donc, c'est un super beau lieu en bordure du lac Saint-Louis qui offre donc plein de belles prises de vue, notamment, mais aussi un beau site pour tout cela. Donc, des exemples d'entreprises d'économie sociale, comme vous voyez rapidement en rafale. Il y en a plein d'autres sur notre site Internet, mais également aussi en ligne, si vous voulez aller chercher un peu plus loin des exemples par rapport à cela. Mais c'est des exemples probants qu'on trouve important de vous présenter aujourd'hui. Je vais repasser la POC à Célia pour que tu puisses nous parler notamment justement, parce que là, on parle d'exemples présents, mais qu'en est-il de l'émergence, donc de nouveaux projets qui sont potentiellement sur la voie d'être créés ou d'être mis en œuvre? Donc, je te laisse la place.
Mais dans le fond, on a j'aurais pu vous mettre une diapo avec ça, là. On a un laboratoire d'innovation sociale qui s'appelle Élabore. Donc, les gens, à partir du moment où ils ont une idée en tête, ils peuvent nous appeler, puis on va les accompagner jusqu'à temps qu'ils puissent recevoir du financement. En fait, jusqu'à temps qu'ils puissent recevoir les services de leur MRC. Donc, on est vraiment au niveau du pré-démarrage. Les 2 premiers ateliers en idéation vont permettre aux gens de coucher leurs idées sur papier, puis de décider aussi ça va être quoi la gouvernance derrière leur projet. Donc, ils vont pouvoir dire après ça, est-ce que je le fais en mode Inc., en mode coop ou en mode OBNL de type économie sociale. Donc, si c'est le dernier, dans le fond, la dernière proposition qu'ils choisissent, là, on va les accueillir dans un incubateur où ils vont faire 6 ateliers qui va leur permettre de faire un canevas de modèle d'affaires. Puis après ça, on les accueille jusqu'en propulsion. Puis là, je vous ai mis dans le fond des exemples de projets qui sont rendus en propulsion, donc qui sont vraiment en train de consolider leur financement puis qui sont déjà en fonction. Donc, vous avez le Cheval de fer, qui est un beau projet qui se passe à Valleyfield, qui s'adresse dans le fond à la problématique du décrochage scolaire. C'est des grands taux de décrochage qu'ils ont à Valleyfield. Donc, ils ont décidé de mettre sur pied un organisme où les jeunes vont pouvoir aller après l'école ou pendant l'école s'ils ont décroché pour pouvoir faire de la mécanique vélo. Il y a d'autres services aussi qui sont offerts là, sur place. Tous les organismes communautaires aussi, beaucoup là, vont pendant le jour, donc les jeunes peuvent recevoir différents services là. Il y a le PRAC qui a aussi fait le laboratoire, puis suite à beaucoup d'itérations, ils ont décidé d'offrir des aménagements paysagers comestibles chez les citoyens. Donc, ils sont partis, eux, avec une idée de ferme urbaine, puis ils se sont rendus compte, là, au fur et à mesure des tests qu'ils ont fait avec nous, que ce qui était ce qui pouvait avoir le plus d'impact pour eux, c'est vraiment de faire leurs aménagements plutôt sur les terrains carrément des citoyens, tant qu'à les faire là, dans les parcs publics dans la ville. Donc, ça fait déjà un bon 2-3 ans là, que ce projet-là roule. Il y a des gens aussi qui viennent faire Élabore, puis ils en sortent plutôt avec un modèle d'affaires qui est révisé. Donc, c'est le cas de la Scabrique. Olivier vous parlait tantôt, puis là, c'est là le punch, là. C'est ça la suite de ce que tu disais. Donc, dans le fond, eux, il y avait un grand projet là, pour mettre en valeur la rivière Saint-Charles à Sainte-Martine. Donc, ils ont bonifié leur location d'embarcation, puis suite à quelques tests, en fait, ils sont arrivés à plus que doubler là, leur revenu habituel. Puis en ce moment, on a aussi dans le laboratoire de Reunion, qui est en fait, ça se passe en ce moment même, là, c'est pas mal cette semaine non, c'est la semaine prochaine que ça va arriver. Dans le fond, c'est une compétition de danse, mais les jeunes qui sont inscrits remettent un prix en argent, en fait, ramassent de l'argent pour une cause de leur choix. Donc, c'est ça, eux sont en train de revoir leur modèle d'affaires parce qu'en fait, ils étaient en mode Inc., puis là, ils veulent se transformer en mode OBNL. Donc, ça va devenir une entreprise d'économie sociale. En fait, c'est en train, ils ont déjà fait leur demande là, au registraire. Donc, voilà quelques exemples là, de projets qui ont fait notre parcours Élabore. Merci beaucoup. Alors, on serait rendu à un moment d'échange et de partage de questions. Donc, on est à votre disposition au courant des prochaines minutes pour échanger avec vous si vous avez des questionnements, que ce soit par rapport au modèle d'affaires, s'il y a des cas particuliers que vous avez vécu peut-être, que vous auriez voulu peut-être partager en matière d'économie sociale. Si vous avez des questions techniques ou également aussi, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Donc, on se met à votre disposition jusqu'à 13 heures pour pouvoir voilà, mettre nos conseils, notre expertise à votre disposition. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui auraient des questions peut-être. Je vous invite à soit l'écrire dans le chat ou à interagir rapidement lorsque vous êtes prêts. Il y a Mélissa qui a ouvert son micro et qui a pris une respiration. Moi, Ben non, mais tu sais, moi, je suis j'attendais une encore. question. Là. Ben, c'est que je me demandais, en fait, c'est que les entreprises d'économie sociale, c'est nécessairement des organismes sans but lucratif. Et des coopératives également aussi.
Ah, c'est ça. Dans la loi sur l'économie sociale, il y a 2 types. Dans le fond, il y a 3 formes. OK. Si on veut, modèles juridiques qui sont, si on veut, reconnus. L'OBNL et la coopérative. La coopérative, il y a à peu Ouais. près 6 types de coopératives. Et également aussi au BNL, les mutuelles. Les mutuelles, que ce soit de formation, d'assurance, par exemple, Promutuelle, c'est un OBNL techniquement, mais c'est une mutuelle d'assurance qui a plus de 140 ans à peu près. Donc, qui fait partie également aussi de l'économie sociale. Donc, ça, c'est les formes juridiques qui sont justement reconnues comme étant de l'économie sociale. OK. Est-ce que dans votre quotidien, vous côtoyez l'entreprise collective selon les différents critères, les différents éléments qu'on a abordés aujourd'hui? Est-ce que vous pensez avoir aussi acheté peut-être récemment dans une entreprise collective? Mais dans le fond, ce que je comprends, c'est que, par exemple, tu sais, moi, je travaille étroitement avec le partage. Fait que le partage, leur entreprise d'économie sociale, c'est au niveau de la friperie. Parce que sinon, tous les autres services qu'ils offrent, c'est de façon gratuite ou à peu près, puis c'est pas, il n'y a pas de profit, il n'y a pas de coût, donc il n'y a pas de profit qui est réinvesti. C'est Donc, ça. si Ah je peux non, traduire, la question, c'est merci. est-ce que le complexe de partage est de l'économie sociale? La réponse est oui. Et c'est également un organisme communautaire, mais c'est surtout oui de l'économie sociale. Pourquoi? Parce qu'ils vendent un produit et service, donc il y a un service marchand. Mais effectivement, la redistribution des profits va être affectée à différents types et volets, dont la cuisine collective, les sacs à dos, si c'est une opération qu'ils font. De ce Ouais. côté-là, c'est un exemple typique par rapport à ça. Fait que oui, effectivement, c'est pas nécessairement 100% de l'activité qui est entrepreneuriale. OK. Ça, c'est la réponse qu'on peut se dire. L'économie sociale, ça varie de 1% à 100% d'activité entrepreneuriale. Il y a des entreprises, puis je vous dirais dans le registre des membres actuellement du pôle d'économie sociale, 80% sont des entreprises qui sont à la fois organismes communautaires et économie sociale, car ils ont souvent un volet d'affaires, un peu comme complexe de partage, qui n'est pas 100% de l'activité entrepreneuriale. Tandis que d'autres, par exemple, Jiminy, c'est 100% entrepreneurial. C'est de la vente d'adhésion, d'étiquettes d'entrée pour les camps d'été, pour la gymnastique et tout ça. Donc, c'est 100% entrepreneurial de ce côté-là. Donc, c'est ça, la grosse distinction, le gris un peu qu'il y a autour de tout ça, c'est exactement ça. Et là, la question qui tue, à quel pourcentage est-ce qu'on reconnaît l'économie sociale? En fait, la réponse, c'est pas nécessairement que comptable. C'est la question aussi de, comme je vous dis, tous les autres critères. La gouvernance démocratique, l'aspiration à une vie économique, le fait de vouloir justement faire des affaires pas pour le profit, mais à tout le moins générer une activité économique quelconque. Donc, c'est sûr que si on parle d'une activité qui est en bas de 5 vous comprendrez comme moi que ça donne très peu de marge de manœuvre pour l'entité qui veut aspirer à une viabilité économique, qui veut développer des produits et des services marchands. Donc, c'est sûr que c'est marginal, mais ça fait partie de l'économie sociale. Tandis qu'une entreprise qui est en haut de 20, de 30, de 40, de 60 d'activité économique dans son entité, bien, c'est sûr qu'elle augmente. Plus que le taux d'activité entrepreneuriale est présent, plus qu'elle augmente une marge de manœuvre qui permet justement de pouvoir développer davantage les produits et services. Donc, c'est vraiment, surtout en dehors de tout ce qu'on a parlé qui est très technique, c'est une question de vraiment de principe en termes de stratégie, justement, de développement. Est-ce que l'organisation vise à développer des produits et services marchands, notamment? Et c'est pas pour rien que beaucoup d'organisations nous contactent des fois parce qu'elles veulent envisager potentiellement un volet de service qui va leur permettre, oui, à la fois de développer leur autonomie un peu plus, mais qui va surtout les aider aussi à répondre à une problématique récurrente. Parce que un des problèmes aussi des organismes communautaires, c'est très souvent, il faut aller appliquer sur un enveloppe à projet à gauche, à droite. Ça crée très peu de résilience par rapport à la mission sociale qu'on s'est dotée. On veut répondre à tel enjeu dans la collectivité. Or, à part d'aller chercher justement à y compétitionner à gauche et à droite pour des bourses, pour des fonds, pour tout ça, ben de nous intérioriser en fait la problématique puis de réfléchir quelle portée on peut, comment dire, solutionner, puis avec quel type de produits ou de services on peut peut-être développer justement une réponse à ces besoins-là d'une façon plus, si on veut, récurrente et pérenne. Donc, Olivier, tu avais c'est une dans question de les la part de enjeux. Sylvie aussi. Oui. Alors, merci avec ce préambule-là. J'espère que ça répond un peu à peut-être des interrogations que tu avais, Mélissa. Sylvie, oui, je te laisse aller.
Est-ce qu'il y a des organismes communautaires qui utilisent, dans le fond, l'économie sociale pour diversifier leur financement? Puis de quelle façon, quelle portion ils peuvent prendre? Parce que il y a des organismes qui sont plus gros que d'autres, il y en a qui sont plus petits, mais est-ce qu'ils pourraient financer automatiquement le fonctionnement de l'organisme avec les profits de l'économie sociale? Je vais vous donner un exemple qui peut choquer et frapper en même temps, mais qui peut être bon pour illustrer un peu ce que je vais te donner comme réponse, Sylvie. Événement Saint-Mathieu, c'est un organisme culturel qui offre des spectacles dans la ville de Saint-Mathieu. Pour développer une résilience, ils ont acquis la crémière du village, la tortue, pour offrir justement un service qui n'est pas du tout dans leur mission principale, mais qui leur permet de générer des revenus. Fait qu'avec ces bénéfices-là, ils financent leur activité culturelle. Donc, des fois, ce n'est pas juste travailler sur directement dans quoi est-ce qu'on solutionne avec notre mission sociale puis nos services quelque chose que c'est peut-être pas là-dedans que réside nécessairement la génération d'un revenu quelconque. Donc, les organismes, des fois, vont aller on the side, puis je pense au PRAC notamment, qui travaillent justement sur l'aménagement paysager pour développer un volet de service qui va y développer potentiellement une opportunité justement de générer des revenus autrement. Donc, ça, c'est une façon que plusieurs organismes en ce moment envisagent et regardent à gauche et à droite pour voir y a-t-il des façons un peu complémentaires peut-être d'aller renforcer l'impact qu'on veut générer en créant une activité économique, en générant clairement quelque chose de nouveau potentiellement là-dessus. Et je pense que Cheval de Fer, c'est également ça aussi, la philosophie en arrière du projet, c'est d'offrir justement un atelier boutique qui va solutionner une problématique justement de jeunes qui sont peut-être à risque d'être en itinérance ou en situation de délinquance, et justement de leur permettre de créer un retour dans la société, en tout cas un ancrage sociétal par rapport à ça. Mais dans le fond, Cheval de Fer va faire son projet pour ses propres services de Cheval de Fer. Mais on l'a vu peut-être plus pour répondre à ta question, Sylvie, je l'ai vu en sécurité alimentaire où un organisme mettait carrément sur pied un petit service de traiteur pour financer les dons alimentaires. Fait que ça pourrait être ça aussi, là. Je pensais plus au niveau des coopératives d'habitation, par exemple, qui voudraient avoir un centre d'art Oui. qui serait là avec une salle d'exposition qui pourrait rapporter Un café. des revenus, c'est ça. Un Ou bien non, café, une friperie. Dans une coopérative d'habitation, ça peut être intéressant aussi à développer, là. OK, parfait. Tu as une question dans le chat aussi, Olivier, de Oui, Isabelle. puis il y a aussi Mélissa qui a levé la main. Oui, tout à fait. Fait qu'Isabelle pose la question, est-ce qu'on constate une croissance au niveau des entreprises d'économie sociale depuis les dernières années, plus d'intérêt ou une meilleure connaissance du modèle d'affaires? C'est une excellente question, Isabelle. Le défi qu'on a en ce moment, en fait, c'est que le premier et dernier portrait de l'économie sociale date de 2016, donc des données de 2016 qui étaient produites en 2019. C'est difficile de tracer une tendance à savoir est-ce qu'il y en a eu plus, moins à travers les années par rapport à tout ça. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une chose. Il y a peut-être pas nécessairement plus d'entreprises, mais à tout le moins, il y a un intérêt stratégique du gouvernement du Québec à renforcer les entreprises collectives, parce que ça crée une alternative, dans le fond, à tout ce que l'État offre, notamment comme service, et aussi, ça crée une résilience économique dans les collectivités, et ils reconnaissent ça, que ça crée une résilience par rapport à l'entreprise privée, qui n'a pas nécessairement un ancrage local, puis que dans les produits et services qu'elle déploie, ce n'est pas nécessairement que pour répondre à des enjeux sociétaux, ce qu'elle développe et tout ça. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a ça, il y a cette reconnaissance-là qu'il y a quelque chose à faire avec ça concrètement. Sinon, pour le reste, c'est plus à l'inverse. En ce moment, là, ce que je vois depuis la COVID, depuis 2 ans, c'est l'inverse en fait. Il y a plus de fermeture d'entreprises. Il y a beaucoup de départs à la retraite, beaucoup de gens justement qui quittent notamment leur fonction dans les organisations, notamment des comités sociaux en ce moment. Donc, il y a un enjeu aussi de, si on veut, dans le fond, de pérennisation par rapport aussi à la gestion des entreprises collectives en ce moment, à mon avis aussi, qui de ce côté-là, qui est un défi là, présentement. C'est un défi générationnel, c'est comme dans l'entreprise privée, où est-ce qu'on parle de 18 000 à 36 000 entrepreneurs qui vont quitter, qui vont céder leur entreprise. Fait que c'est partout, en fait. C'est pas unique à l'économie sociale, c'est partout, en fait, ce défi-là. Mais on le voit, nous, que ça va affecter aussi l'économie sociale en ce moment. Fait que si ça va, je vais juste céder la chance à Mélissa pour ta question. Oui, en fait, j'avais 2 questions. Ma première étant, là, tu parlais d'événements Saint-Mathieu. Je me demandais, dans le fond, vu que c'est des événements qui ont lieu dans une municipalité, est-ce qu'il y a une affiliation avec la municipalité, le service des loisirs, ou pas du tout, c'est indépendant? Je te dirais même que la mairesse siège sur le conseil d'administration. Okay. Fait que c'est ça. L'ancrage local, oui, et l'adhésion municipale, oui, parce qu'ils savent qu'il y a très peu d'activité économique à Saint-Mathieu.
Fait qu'une alliance municipalité-économie sociale, oui, c'est extrêmement probant. Puis je te dirais ceci, c'est que je pense qu'en milieu rural, la Montérégie-Ouest, c'est 68 municipalités. Là-dedans, il y en a 40 en milieu rural. Moi, je suis persuadé qu'il y a un terreau extrêmement fertile qui est sous-estimé en ce moment en termes de solutions et d'ancrage local. Puis que les municipalités, là, c'est un appel, là, devraient considérer davantage à voir avec l'économie sociale les alliances probantes et stratégiques pour créer justement ce noyau villageois-là là, qui est important dans les cœurs de villages Tout à ruraux. fait. Le portique là, de l'Église, là, jadis, là. C'est de recréer ces communautés-là bienveillantes, puis de l'entraide communautaire, collective, là. C'est beau, puis ça répond bien à ma question. Puis je me demandais si dans les entreprises d'économie sociale, on voyait de plus en plus de tarification sociale. Moi, je trouve que c'est vraiment beau comme principe, mais Ouais. on n'en entend pas souvent parler, malheureusement. Mais est-ce que vous voyez que ça se crée de plus en plus? Est-ce que c'est présent? Très souvent, en fait, ça aide la tarification sociale, c'est qu'est-ce qui va arriver à avoir deux classes de consommateurs. Ceux qui sont sur l'aide sociale vont venir en arrière-boutique, en font valider leur statut avec l'entreprise. Comme par exemple, je prends l'exemple de l'actuel. Ici, l'actuel, tu n'as même pas besoin de passer par un tarif social. Tu es là-dessus, tu as droit à X nombre de crédits puis de dons ou des articles à très, très bas prix parce qu'on valide ça. Fait que ça, c'est la tarification sociale. La distinction avec la tarification sociale doit être affichée en boutique. À dire c'est quoi la distinction de prix, c'est quoi les critères pour idéalement, justement, comment dire, obtenir le tarif en question. Puis souvent, c'est justement à la discrétion du consommateur. Si tu achètes pour 5 ça permet de non seulement payer le bien que ça nous coûte, nous produire pour le mettre dans l'étalage, mais ça permet aussi de nous donner un peu de sous pour pouvoir réaffecter dans l'entreprise, offrir les cuisines collectives, offrir n'importe quel comment dire, projet ou volet connexe par rapport à ça. Donc, ton achat nous donne la pleine portée de ce qu'on recherche par rapport à ça. Puis le défi avec la tarification sociale, juste peut-être là-dessus rapidement, c'est que si on met un tarif plus bas, bien, il faut qu'on compense autrement pour être capable d'être rentable. Donc, il faut qu'on ait un équilibre dans la tarification sociale qu'on met de l'avant. Et ça, je crois que ça, c'est pas assez bien regardé, cet élément-là. Oui, c'est important d'offrir à coût juste, puis d'y aller selon la capacité de payer des gens, mais il ne faut pas oublier la rentabilité économique en arrière qui est quand même ultra importante, parce que sinon, on se tire dans le pied. Si par exemple, tu as un prix, c'est un exemple peut-être rapide là-dessus pour terminer. Si tu vends à 25 cents ton jeans, mais qui t'a coûté 1,50 $ à produire, c'est-à-dire le triage, le lavage, le mettre en étalage avec un salaire, ben, tu es non rentable. Mm-hmm. C'est plate à dire, mais tu es non rentable. Donc, ça fait en sorte qu'il faut se re-questionner sur ça, cette façon-là de tarifer, sans calculer nécessairement les choses par rapport à ça. Juste pour dire vraiment rapidement, en émergence, il y en a vraiment beaucoup qui envisagent cette solution-là. Fait qu'on a fait une petite recherche maison auprès de 6 ou 7 organismes. Fait que si tu veux, je pourrais te partager les résultats de ça, là. Il y a notamment le Théâtre Prospero qui ont fait si tu veux aller voir rapidement sur leur site Internet, ils ont fait un super essai qui marche bien. Donc, c'est ça, on pourra s'en parler si tu veux. C'est une super bonne idée, Célia. Puis effectivement, puis aussi, il y a des guides pour la tarification sociale. Le TIES en a fait plusieurs là-dessus, des outils aussi qui ont été développés. Puis il y a des communautés de pratique autour de la tarification sociale aussi en ligne, là, via Praxis, je crois. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant si quelqu'un recherche là, justement un peu plus d'infos là-dessus. Geneviève, bonjour, je vais te laisser ouvrir ton micro. Bonjour, fidèle à moi-même, j'ai toujours une question. Bien, certain. Tu as parlé de soutien financier de l'État. Est-ce que tu as une boule de cristal sur un avenir généreux ou c'est égal à ce qu'on connaît déjà? Des fois. Ça, c'est une question qui tue. Je vais y aller ceci avec prophétie, mais aussi avec délicatesse. On vient de voir un budget provincial avec 11 milliards de déficit. On est actuellement en renégociation d'un plan d'action gouvernemental en économie sociale au Québec qui date de 2020-2025. On est en renégociation pour 25-30. C'est sûr qu'on fonde énormément d'espoir qu'avec le ministre Christopher Skeet, délégué à l'économie sociale notamment, qui considère que l'économie sociale est importante, que c'est important de maximiser justement la portée et la puissance du modèle au Québec. Quand je regarde ailleurs les écosystèmes comme la France qui sont 2 fois plus garnis que nous pour bien appuyer puis outiller les entreprises sur le terrain, moi, je pense qu'on a une place énorme de potentiel pour développer justement, pas juste l'écosystème, pas juste des spécialistes, encore plus de spécialistes, mais surtout pour offrir
davantage justement soit de reconnaissance, mais aussi de soutien technique et d'appui justement aux entreprises. Je sais que la volonté gouvernementale en ce moment, c'est de maximiser l'achat en économie sociale. Selon le portrait de l'EQPAR, qui est un organisme qui recense tout ce qui est les contrats, notamment de l'État envers l'économie sociale, c'est moins de 1% en date de 2017, je crois. On s'entend que l'État québécois n'était pas très content de voir ces constats-là, de dire qu'il y en a très peu. Quand on dit que c'est 11% de l'économie, mais qu'on a 1% en contrat offert à des entreprises collectives, il faut rehausser ce critère-là. Puis qu'en ce moment même, nous, au niveau des pôles, il y a un travail justement qui est fait pour recenser à la fois les contrats actuels qui sont donnés, mais aussi pour augmenter la capacité justement des entreprises à faire des contrats de services avec l'État, puis avec les municipalités et organismes. Ministère et organismes aussi là, sur le terrain. Donc ça, c'est une proportion qui est véridique en ce moment. Il y a une volonté réelle là, d'augmenter la capacité justement de renforcer donc l'économie sociale sur le terrain. Voilà. Puis sinon, ben, si je peux donner un exemple local, en Montérégie, on a mis en place avec les confrères des pôles d'économie sociale de l'Est puis de l'Aglo, les bourses d'initiative à entrepreneurs collectifs. L'enveloppe de départ, c'est 50 000 en bourse pour l'Ouest de la Montérégie. On est rendu à 100 000 en bourse. Des bourses. On a quand même de l'argent donné, là. On s'entend l'argent sonnant. Et donc, on a doublé ces chiffres-là à travers les années. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une belle marque de reconnaissance, qu'il y a un potentiel justement pour reconnaître l'économie sociale, puis pour appuyer les entreprises qui veulent innover, qui veulent développer davantage justement ces réponses-là aux besoins sur le territoire. Fait que je pense qu'honnêtement, la conjoncture est bonne. Puis surtout, je te dirais, moi, mon feeling, c'est qu'avec les problématiques économiques qu'on voit en ce moment, puis qu'avec l'inflation, c'est pas avant 2 ans, puis qu'on est pas mal en train de rentrer dans le 2 ans, parce que les effets vont se faire sentir. Je pense que pour la résilience économique au Québec, c'est clair que l'économie sociale est une des voies sur laquelle on doit miser davantage. Puis je pense que pour tout ça, moi, je pense que dans le prochain période, on va avoir des belles surprises, mais je reste encore réaliste sur le fait qu'on a des déficits, qu'il y a des choix prioritaires, en espérant que les gouvernements entendent justement ces opportunités-là. Ça te convient? Très bien. Je vais juste aller voir dans le chat rapidement. Il y avait des questions, des éléments qui ont été mis en place. Sécurité alimentaire, commentaire de Sylvie, avec des banques alimentaires qui développent un modèle d'épicerie. Oui, ben, les épiceries solidaires, en fait, moi, je pense que, moi, personnellement, s'il y a un terreau qui est sous-exploité, puis sous-développé, en fait, quand on parle là, entre banque alimentaire puis épicerie premium, on parle Super C, même Maxi à la limite, ben, c'est quand même pas une alternative économique en soi. Puis les épiceries solidaires, il y en a quelques-unes. Il y a des modèles en test, notamment dans l'aglo, à Montréal aussi, de ce côté-là. Moi, je pense que là-dessus, il y a clairement un gros chantier. Littéralement, il y a une opportunité à aller explorer justement qu'est-ce qu'on peut créer de plus pour offrir cette alternative-là alimentaire. Le défi aussi en ce moment, c'est qu'il y a quand même des applications du genre Food Heroes, ce genre de trucs-là qui existent déjà, qui offrent une denrée de seconde main un peu économique avec des rabais de 30 à 50 sur les denrées. Fait que c'est un peu tout ça qu'il faut que je pense qu'on mijote collectivement à dire c'est quoi concrètement les bonnes solutions à implanter, pas juste dire on va créer une épicerie, mais comment l'implanter avec un modèle probant qui offre une vraie alternative alimentaire pour les gens qui veulent s'approvisionner de façon le plus moins cher possible. Olivier, tu as Nathalie qui voulait savoir s'il y a des fonds disponibles pour les projets d'économie sociale. C'est une excellente question. Il y a des fonds disponibles, tout dépendamment quel type de produit vous recherchez, tout dépendamment le projet que vous faites. Moi, je vous dirais que la logique qu'il faut voir lorsqu'on recherche des fonds d'économie sociale, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'enveloppes à gauche et à droite dans la finance solidaire et la finance sociale pour l'économie sociale. L'objectif, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Vous voulez acquérir un bâtiment, vous voulez développer un nouveau créneau de service, vous voulez embaucher du personnel supplémentaire, vous voulez rénover l'intérieur de votre bâtiment, vous voulez innover avec votre modèle d'affaires. Fait que déjà là, j'ai nommé 5 types de développement ou d'opportunités de fonds qui existent par rapport à ça. Donc, tout dépendamment de votre statut, votre situation, oui, il y a moyen d'aller chercher, dans le fond, des fonds. Ça dépend c'est quoi ce que vous voulez faire. Donc, c'est plus vous, quel est votre projet, puis après ça, de voir justement quels fonds sont disponibles pour le projet que vous recherchez.
Donc, oui, alors, il est déjà 12h58. Je voyais Sylvie qui parlait d'épicerie, tarification sociale. Oui, oui, ben, c'est un exemple, en fait, là-dessus. Par contre, c'est sûr que les grandes chaînes n'ont aucun intérêt parce qu'eux, c'est leur recherche, peu pas c'est pécunier, pas nécessairement solidaire. Donc, c'est pas en ce moment, il n'y a pas d'épicerie, en fait, autre que certaines épiceries solidaires qui offrent la tarification sociale, oui. Mm. L'enjeu, je pense, c'est de répondre, oui, à des enjeux gouvernementaux de difficultés financières, mais sans devenir non plus du cheap labor ou du cheap service, puis à mettre toute la Exact. responsabilité de la rentabilité sur le dos des personnes et des bénévoles qui travaillent là. Je pense que c'est le gros enjeu de l'économie solidaire. C'est vraiment à ce niveau-là, là. Je peux pas te donner plus raison que ça. Pour vrai, c'est tu sais, ultimement, là, pour être froid un peu, l'économie sociale, c'est comme l'économie traditionnelle. La seule distinction, c'est l'humain qui a un cœur à la place d'un signe de pièce. C'est ça la distinction fondamentale. Puis aussi la mission sociale, puis le fait que c'est démocratique. Mais ultimement, pardon, c'est vraiment, il faut penser un peu comme un entrepreneur le pense tout court. Il faut qu'on voit la performance économique derrière le projet. Il ne faut pas juste rester sur euh, un exemple typique, c'est je fais de l'économie sociale, donc j'ai droit à quelque chose, une cagnotte. Pas nécessairement. Ça dépend c'est quoi le produit ou le service qu'on déploie. Des fois, il y a moyen, oui, d'aller chercher des contrats de service avec, je parlais tantôt, l'événement Saint-Mathieu, ben, tu sais, il y a des alliances des fois pour avoir des facilitations sur le local, sur l'aménagement du local peut-être à l'interne, des ressources qui peuvent être prêtées en transition. Il y a la friperie à Saint-Édouard qui a transitionné qui était à Saint-Philippe, je pense qu'il est rendu à Saint-Édouard. Il y avait une friperie qui était à coin. Attendez, j'ai oublié le nom, désolé. Mais tout ça pour dire, la ville a aidé cette friperie-là à transitionner puis à aller de l'avant. Elle n'a pas chargé rien, dans le fond, à l'OBNL pour faire cette transition-là, choisir un nouveau local puis s'installer et tout ça. Donc, il y a moyen d'aller chercher puis de négocier certaines alliances comme ça. Voilà. Donc voilà, ben écoutez, il est 13h. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir été présent. J'espère que ça a été intéressant, utile, que ça vous a permis peut-être d'éclaircir certains éléments en lien avec l'économie sociale. Peut-être, Célia, le mot de la fin pour toi? Ben, merci d'avoir été là. S'il y a d'autres choses que vous avez le goût d'approfondir au niveau de l'économie sociale, écrivez-le dans le chat avant de partir. Ça va nous faire plaisir de poursuivre la discussion avec vous sur d'autres thématiques. Avez-vous un incubateur sous peu? Toujours, il y en a toujours un en action. Donc, si vous voulez référer des projets, Mélissa vient de m'en référer un, puis on va faire du rattrapage avec lui. Donc, n'hésitez jamais là, à référer des projets à n'importe quel moment. On s'arrange pour laisser personne de côté. Très bien, Merci merci. beaucoup, Bonne fin de Célia. journée. Bonne fin de journée.